Bonjour Gaël Herbert, donc je reçois aujourd'hui pour Valencop Luc Charaviron. Alors Luc, bonjour. Bonjour. Vous vous présentez sur votre site comme comédien, auteur, metteur en scène et musicien, mais aussi technicien, administrateur, chauffeur et selon une actualité que l'on détaillera plus tard, mentaliste. Être comédien, cela suppose une multitude de compétences, non? Et est-ce que on ne doit pas plutôt parler d'homme de spectacle? Et comment définiriez-vous ce spectacle? Alors, homme de spectacle, oui, ça c'est sûr. Pour revenir sur ce que vous avez dit, comédien, oui. Musicien, bon, moins maintenant, mais ça a été vrai. Metteur en scène, oui. Auteur également. Et mentaliste, non, moi je ne suis pas mentaliste. Il se trouve que là, je rentre juste d'une semaine de travail avec un mentaliste, parce qu'il m'a demandé de mettre en scène son prochain spectacle. Mais voilà, je ne suis pas encore mentaliste ou magicien. Au moment, on dira comédien et auteur, c'est surtout ça. Pour répondre à la question, c'est surtout comme ça que je me définis, c'est-à-dire actuellement je fais l'acteur et puis j'écris mes textes. Voilà. Donc, à ce propos, un texte phare quand même, que malheureusement je n'ai pas vu, mais dont on m'a dit le plus grand bien, c'est l'éloge de la pifomètrie. Alors pourriez-vous nous présenter un petit peu ce que c'est? D'abord, ce que c'est que l'éloge, on devine un petit peu au titre, on a une petite idée quand même de l'éloge et de la pifomètrie, mais comment définiriez-vous ce spectacle? alors c'est très simple, c'est une vraie fausse conférence à caractère scientifique. Voilà. Il s'agit de parler de manière très rigoureuse, technique, de ce qui par définition ne peut pas être rigoureux et technique, c'est-à-dire le monde de l'à peu près. Mais il y a quand même une science qui s'occupe comme ça du monde de l'à peu près, qui s'appelle la pifométrie, qui est la science du pifomètre, voilà. Et qui trouve ses fondements dans le chouïa, dans la lerche, dans la lichette, dans le pétaouchnok et toutes ces unités comme ça qui permettent de définir assez précisément le monde de l'à peu près et qui donne naissance à une science comme ça assez truculente, beaucoup autour du vocabulaire. Et dont je me fais, sinon l'apôtre, en tout cas un peu l'évangéliste. Parce qu'il y a une école derrière tout ça qui s'appelle l'École nationale supérieure des ingénieurs en pifométrie, qui existe. Évidemment. Dont j'ai l'école des mines, pratiquement. Mais oui, un équivalent, mais même très supérieur, et qui m'a diplômé en 2005 au titre d'ingénieur évangéliste. Mais en plus, c'est une pratique assez répandue. Enfin, je trouve qu'il suffit d'ouvrir un peu son poste télévision, et on se retrouve confronté souvent à des gens qui sont dans l'à peu près. Oui, ça, l'à peu près, c'est une chose finalement qui est commune au genre humain, j'allais dire. Quoi, Avec vraiment. un discours assez abscon en général. Parfois abscon, et puis des fois, c'est-à-dire que c'est un petit peu la science qui rejoint l'art. C'est-à-dire qu'au bout de la science, il y a l'art, et peut-être qu'au bout de l'art, il y a la science. Je ne sais pas, en tout cas, il y a une zone un peu floue comme ça, où se rejoignent les esprits parfois les plus abscons pour aller vers des choses absolument lumineuses. Donc ça, c'est l'éloge de la pifomètrie. Autre spectacle dont vous êtes auteur, c'est L'Homme Canon. Oui, alors en partenariat avec le Train Théâtre, il faut le signaler aussi. Je trouve que oui, le Train Théâtre a soutenu cette création, voilà, a été coproducteur de cette création. Et ça, c'est le deuxième texte que j'ai écrit, l'éloge de la pifométrie étant le premier. Et le titre est un petit peu long, c'est Le premier oiseau ne volait probablement pas plus haut que 4 mètres. Et le sous-titre, ce sont Les mémoires d'un homme canon. Les mémoires d'un homme canon. Voilà. Alors, donc, vous travaillez donc beaucoup, comme on s'en aperçoit, vous collaboré avec beaucoup de compagnies, que ce soit en tant que comédien ou metteur en scène. Citons-en quelques-unes, la compagnie Gasoline, la compagnie de la mine, compagnie dorénavant, etc. etc. Enfin, il y en a beaucoup. Vous n'avez jamais songé à créer votre propre compagnie? Alors j'ai dirigé une compagnie il y a quelques années de cela, la compagnie Archipel Théâtre, qui existe toujours, avec un effectif, c'est plus tout à fait les mêmes personnes qui s'en occupent, mais il se trouve que j'ai cofondé cette compagnie avec Hervé Perrard, Myriam Massot, Gérard Morel. On était une bande de théâtreux, voilà, qui ont investi un territoire sur Tournon-sur-Rhône, pas très loin d'ici, et j'ai animé avec ces autres personnes cette compagnie pendant 7 ans. Donc je peux dire que j'ai mangé de l'aventure de compagnie pendant pas mal d'années. Puis je suis passé sur un parcours plus freelance, comme on dit, plus indépendant. Et il se trouve que maintenant la question se pose à nouveau effectivement de fonder une compagnie ou pas, ce qui serait, oui ça me titille, en même temps ce serait un paradoxe intéressant puisque plus ça va, plus je travaille sur des formes sinon solitaires, en tout cas seul en scène, il y a beaucoup de monde autour mais en scène je suis tout seul.
qu'à mon avis, j'ai pas encore complètement fait le tour de cette forme, même si j'aime beaucoup du coup travailler aussi avec plusieurs personnes sur le plateau. Mais du coup, créer une compagnie pour faire des spectacles solo, ça c'est un petit peu bizarre. Oui. Mais bon, non, mais en tout cas, plus sérieusement, la question se pose effectivement d'avoir une marque de fabrique pour labelliser ou en tout cas pour faire vivre différents spectacles. D'autant que Gérard Morel s'est plus tourné vers la musique, lui. C'est Chitrik maintenant, comment il s'appelle Striki, Hervé Perrin. Oui, c'est impossible à prononcer, j'ai entendu Chitrik. Ça se prononce comme si c'était en une. Voilà, tout à fait, je l'ai entendu il y a quelques temps. Donc cette structure a un peu éclaté, chacun est parti dans une direction qui leur était propre. Donc effectivement, peut-être qu'un jour on aura le plaisir d'avoir la compagnie de Carrément. Oui, peut-être en attendant, en tout cas la compagnie c'est pas impossible, le plus important c'est quand même les spectacles qui animent cette compagnie. Donc là voilà, aujourd'hui l'éloge de la pifométrie continue sa route. Oui, justement, j'aimerais parler de votre actualité parce qu'elle est quand même un peu soutenue, un peu lourde. Donc début 2012, que ce soit d'ailleurs en tant qu'acteur ou metteur en scène, en février dans le cadre des hors-scène de la Comédie de Valence, vous travaillez, comment juger l'impensable, comment comprendre ce qui nous offrait avec Juliette Delvaux de la compagnie Via Nova. Juliette Delvaux, pardon, Delvaux de la compagnie Via Nova. C'est un travail qui va être mis en scène par Caroline Guyella. Oui, on avait vu d'ailleurs jeune metteur en scène dans le souvenir de Violetta l'année dernière. Voilà, une jeune metteur en scène qui travaille notamment à la Comédie de Valence et qui va mettre en scène voilà, cette petite forme, ça s'appelle hors scène parce que en fait ce sont des formes qui sont destinées en priorité au milieu scolaire. C'est ouvert aussi, il y a des représentations qui sont ouvertes au tout public, mais c'est une chose qui va d'abord vers des établissements qui ne sont pas le théâtre, qui sont des endroits autres. Et là voilà, Caroline Aguilera a choisi de mettre en scène une petite forme autour de ce fait divers qui avait un peu défrayé la chronique l'année dernière, de cette mère qui a congelé ses bébés. Et c'est le mari, je crois, qui a découvert ça complètement par hasard à l'occasion d'un déménagement en fait. Là, je ne retrouve plus le nom de cette personne. Mais je me souviens du fait divers. Donc c'est a priori quand même un thème dramatique. Ça peut être traité sous couvert d'humour ou pas Non, je pense qu'on sera sur quelque chose de plutôt grave. Enfin, en même temps, la chose n'est pas encore faite, hein, donc c'est difficile d'en parler. Mais ça s'inscrit dans le cadre de la saison de la Comédie de Valence qui est cette année axée sur le thème de la justice. Et donc voilà, aujourd'hui, ce que je peux dire du projet, c'est qu'il est mis en scène par Caroline Guyella avec Juliette Delvaux comme partenaire. Il n'y a pas de texte aujourd'hui. Non, le texte va se constituer sûrement d'un montage de choses ou s'écrire en route. Oui, il y a quelque chose comme ça. Qui s'était déjà fait pour en attendant. Voilà, c'est la marque de fabrique un peu du travail de Caroline Guyella qui est sur une création un peu totale. C'est-à-dire qu'on arrive avec du matériau en répétition et on met tout ça en forme. Le lieu, parce que moi je me souviens il n'y a pas longtemps avoir vu Chaise d'Edouard Bond absolument magnifique dans le même cadre hors scène. C'était vraiment un spectacle de grande qualité qui se passait donc au Baume, à la maison de Baume. Donc là, pareil, on sera dans un lieu un peu excentré, un lieu qui n'est pas destiné au théâtre. Qui n'est pas destiné au théâtre, qui sera. Alors le lieu précis, je ne le connais pas encore. Je vous invite là, moi, à aller vers le site de la Comédie de Valence pour avoir des précisions au moment voulu. Mais je sais que ça va se passer du côté des locaux de Folimage, enfin des locaux de l'école, donc c'est-à-dire, si je ne dis pas de bêtises, c'est la cartoucherie. La cartoucherie, voilà, sur le site de la cartoucherie. Alors le lieu précis, je ne le connais pas encore, mais voilà, c'est avec cette équipe là-bas que ça va se passer. Alors ça, c'est une part d'actualité. Il y en a une autre, vous reprenez donc Bon Souvenir de Grado. Meilleur souvenir de Grado, de Franck Xaver-Kreutz, ça c'est la compagnie Gasoline, mise en scène par Cécile Marmouget. Voilà, très drôle, avec une espèce de petite acidité, une petite ironie. Ah oui, là c'est quand même c'est un portrait assez drôle, mais quand même un peu au vitriol de la société de consommation des années 70, dont nous sommes issus. Voilà. Oui, il y a quelque chose, il y a une reconstitution de ces années-là qui est assez drôle. Alors ça c'est en mars. Oui, c'est sur février et mars, et ça sera en Savoie, puisque c'est à l'initiative de l'Espace Malraux, donc scène nationale de Chambéry, et le Dôme, scène nationale d'Albertville, qui organise ce qu'on appelle maintenant les tournées décentralisées, c'est-à-dire qu'on ne va pas jouer ni au Dôme ni à l'Espace Malraux, mais dans pas mal de villages autour de ces deux villes. Le principe de la comédie itinérante un peu, voilà, donc qui est un modèle qui s'exporte un peu partout, et qui est un modèle qui est plutôt bien, qui est allé vers le public, ça permet de toucher de nombreux publics qui n'iraient pas au théâtre. Oui, c'est une expérience remarquable qui fait école dans toute la France maintenant, je crois.
Alors justement, on revient au mentalisme là, parce que vous avez un autre spectacle aussi en préparation qui s'appelle Propagandia. Voilà. Alors j'aimerais un petit peu que vous disiez deux mots sur Propagandia justement. Alors qui est prévu quand? Propagandia, donc ce sera pour le mois d'avril au Train Théâtre à Porte-et-Valence, dans la programmation. Et là, c'est la compagnie des Décatalogués, qui est la compagnie qui a également donné naissance à Mago Mentalista, personnage magicien mentaliste, dans la personne de Jean-Baptiste Quenin-Blache. C'est passé, il fait ça d'un jour à Chabreuil. Voilà. Donc là, en fait, c'est pas directement mon spectacle, c'est-à-dire que j'y suis associé, mais là, moi, je suis metteur en scène au service de l'univers de Jean-Baptiste Quenin, qui est ce mentaliste. Et donc voilà, après Mago Mentalista a beaucoup tourné, tourne encore. Et là, ce sera le nouveau spectacle de cette compagnie. Donc là, je sors d'une semaine de travail. Je peux vous dire pas grand chose parce que tout ça est assez secret. Mais en tout cas, on est dans l'univers du mentalisme. La magie, c'est toujours un peu secret. On est dans l'univers du mentalisme, de la manipulation et de la propagande. Voilà. La propagande, manipulation, propagande. Voilà, on sera en avril 2012, donc on sortira juste d'une période de forte propagande. Je pense que ce sera assez intéressant de voir ça dans ce spectacle. Vous restez toujours un peu dans l'abus et dans la mystification, que ce soit dans l'éloge de l'épiphométrie, dans Propagandia, il y a quand même des... Oui, alors ce sont deux registres différents, parce que là, dans le cas de la compagnie des Catalogués, c'est vraiment... Jean-Baptiste est un vrai magicien, un vrai mentaliste de métier, donc tout ça s'organise autour de numéros et de tours de magie, de mentalisme. Et c'est la vocation première de ce spectacle, hein, c'est-à-dire qu'on n'est plus tout à fait au musical et on n'est pas encore tout à fait au théâtre, c'est vraiment un mélange des deux, alors que l'éloge de la piphométrie, on est vraiment au théâtre, parce que ça peut être burlesque. Dites-moi, alors là vous êtes dans le Saint des Saints, parce que souvent quand on assiste à un spectacle de magie, c'est quand même très bien gardé tous ces secrets. Hein. Là, effectivement, vous avez signé une charte comme quoi vous engagiez à ne pas savoir comment on coupe la femme en morceaux ou comment on... Ouais, enfin ça se passe de manière plus humaine que ça, on se tape dans la main et ça suffit, mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est la première fois que je me retrouve sur un spectacle avec... moi je suis très client des spectacles de magie, tout ça. Et c'est la première fois que je me retrouve dans des séances de travail où tout est dévoilé. Voilà. Ouais, c'est ça, effectivement, il n'y a pas besoin de clause de confidentialité parce qu'on comprend très vite qu'il n'y a bien évidemment aucun intérêt à révéler le truc. Non. Mais voilà, je me retrouve du côté de celui à qui on révèle les trucs. On perd un peu de son innocence. Hein. Oui, ça... Après, on n'a pas le même œil quand on est dans ce spectacle. Maintenant, j'apprécie d'autant plus les spectateurs de magie parce que je vois tout l'intérêt qu'il y a à ne pas savoir un truc. Oui, donc ne nous dites rien. La tête sur le billot, je ne vous impose rien. Alors, en tant qu'homme de théâtre, quand même, on va parler un petit peu de choses d'actualité. Enfin, il me semble que vous pouvez être indifférent à la situation que nous traversons aujourd'hui. Mouvements sociaux, indignation, vu qu'une crise économique, ne s'agit-il pas d'une crise de valeur? Et quel est le regard de l'homme de spectacle sur cette situation qui a des répercussions sur l'accès à la culture, ne serait-ce qu'au travers des subventions accordées au spectacle vivant? C'est vaste, oui, alors c'est dense, la cuisse est un peu longue, c'est vrai, bref. Voilà, après, là, c'est l'engagement qu'on a à être artiste. Ça, chacun a le sien. Moi, oui, mes spectacles sont engagés, mais pas forcément au sens où je suis un militant politique de tel ou tel bord. C'est pas tellement comme ça que je vois la chose. Pour moi, l'engagement d'artiste, c'est qu'il est à écrire des histoires. C'est-à-dire, moi, si je me vois un rôle dans la société, voilà, c'est de défendre et de nourrir la fiction. C'est-à-dire que l'être humain, à mon sens, il a besoin de s'inventer des histoires parce qu'il a besoin d'imaginer son avenir, d'imaginer la vie. Et ça passe, je pense, par l'art. En tout cas, je ne connais pas de plus belle, et de plus intéressante et de plus puissante voie que l'art. Je crois que c'est Malraux qui disait « l'humanité, elle est condamnée à l'art ». Et je crois assez à ça, c'est-à-dire que la barbarie, on sait ce que c'est, on y a déjà goûté, même si j'étais pas né, il y a des gens qui ont fait œuvre de mémoire pour qu'on sache aujourd'hui parce que c'est que la barbarie, ça on connaît, on sait que c'est possible.
Donc la seule autre issue, c'est effectivement c'est l'art. Je crois profondément à ça. Et l'artiste, il est là, qu'il soit peintre, qu'il soit acteur, qu'il soit musicien, pour penser la fiction et la proposer au spectateur. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas dans l'art, dans l'artiste, une dimension de résistance? Est-ce que être artiste, c'est pas aussi résister quand même? Oui, si, nécessairement. Enfin, encore que le conformisme, dans l'éloge de la pifomètrie, une partie de la conclusion du spectacle, c'est qu'on est toujours le con de quelqu'un. Donc je pense qu'on est toujours le conformiste de quelqu'un, on est toujours le réactionnaire de quelqu'un, enfin... Donc, ou alors de mettre à distance, de regarder sous un autre jour. Oui, c'est plutôt... Oui, voilà. Moi je pense qu'il y a deux choses dans l'art, c'est ça. La mise à distance du réel, et l'invention du réel. Oui, c'est-à-dire que le réel, on sait ce que c'est, il est là, et en même temps, demain est à inventer et tout est possible. Alors, tout est possible. On va conclure sur cette belle parole, Luc. Juste, vous allez nous rappeler vos prochaines dates. Oui. Et puis l'adresse de votre site. Oui, alors le site luccharéron.com. Voilà, on n'a pas perdu ça, luccharéron.com. Et là, vous trouverez toutes les dates et tout un tas de choses. Et vous allez rappeler. Et les dates les plus immédiates, alors il y a en fin de semaine, là, si je ne dis pas de bêtises, c'est-à-dire le 25 novembre, c'est à Travaillant, dans le Nord Vaucluse, pour l'éloge de la pifométrie, dans le cadre du festival les vendanges d'octobre, je crois, c'est un peu les vendanges de novembre, je ne sais plus. Vendanges de novembre. Toujours dans ce festival, la semaine d'après, vendredi 2 décembre, c'est à Villedieu. Et puis après, ça sera sur 2012. Après, il y a la reprise de Grado, il y a la tournée de la pifométrie qui continue, il y aura le travail avec la Comédie de Valence, le spectacle de mentalisme Pagandia. Bon, enfin, il vaut mieux aller sur luccharéron.com, voilà, il y a toutes les dates, les lieux, les horaires. Eh bien, Luc, je vous remercie, à bientôt. À très bientôt, merci à vous.